de la musique pour rester calme et concentré. Oui, t'es vénère, mais détends-toi. Savourer la colère. Prendre le temps de savourer la colère qui nous rend vivants. Ça y est, je kiffe. On va prendre un thé ensemble et ce sera un tea time sur une situation personnelle, mais assez révélatrice de quelque chose de plus collectif. Ça brûle. J'ai mis la musique pour me détendre. J'ai besoin de rester calme. Et mon Bluetooth déconne. On n'a rien fait de mieux qu'un câble. Pour avoir une technologie stable quand même. Tea time sur un sujet perso. C'est parti pour une anecdote. Alors ce matin j'ai pas d'impératif et du coup je me permets une grasse mat. Et je suis sortie de ma grasse mat par la sonnette, c'est le facteur et le facteur a un recommandé pour moi donc je descends signer mon recommandé et il se trouve que c'est ma banque. Là il y en a qui vont tilter parmi ceux qui me suivent que j'étais en litige avec ma banque depuis plusieurs mois et ce litige avait été clôturé et j'avais eu gain de cause. Donc je me dis ça doit être un courrier officiel qui clôture le litige et qui m'informe que c'est bon, c'est derrière nous. Et je sais pas pourquoi j'avais une intuition qui me disait c'est pas bon. Il y avait vraiment une intuition qui me disait ce courrier il est pas bon. Elle se trompe pas très souvent mon intuition, malheureusement. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce recommandé très très vite dans la vidéo, mais avant j'aimerais du coup te donner un peu le passif, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois en litige avec ma banque? On va essayer de faire très rapidement, vraiment je me perds pas en détail même s'il y en aurait des millions à amener. Tout commence en octobre. En octobre, qu'est-ce qui se passe? L'application me signale que ma nouvelle carte est arrivée en agence. Jusque-là c'est normal, expiration de carte, renouvellement de carte. Ils me préviennent bien à l'avance, donc je suis contente, je vais à l'agence récupérer ma carte. Et non, ma carte ne se trouve pas à l'agence, donc on me dit elle va arriver par courrier, elles arrivent pas à l'agence. Ok, normalement moi ça arrive en agence, j'en avais fait spécifiquement la demande. Mais c'est pas grave, j'attends chez moi que le courrier arrive. Le courrier n'arrive pas et j'appelle l'agence et là on me dit « Ah mais oui, je vois bien qu'elle est arrivée mais c'est pas dans notre agence, c'est dans votre ancienne agence. » Et c'est à partir de ce moment-là que ça va partir en couille parce que on va simplement faire une demande de transfert. Et là, tu remarqueras que je dis « on », c'est-à-dire que j'ai encore quelqu'un qui est en coopération avec moi en face et qui fait simplement son travail, c'est-à-dire appeler l'ancienne agence pour lui dire « Vous avez une carte qui doit arriver chez nous, envoyez-la nous ». Et je retourne attendre chez moi, et la carte n'arrive jamais. Et je relance, et je relance, et je relance. Et en fait, on va en arriver à 1 mois et demi de démarche. Et quand je dis 1 mois et demi de démarche, c'est 1 mois et demi de démarche de ma part. C'est-à-dire que si moi, je n'allais pas relancer, il n'y a personne qui se bougeait pour que je puisse obtenir mon moyen de paiement. Si moi, j'étais pas en demande d'avoir des réponses correctes et en demande insistante, il n'y a rien qui se passait. Je pouvais me déplacer en agence, dire « il y a ça, j'ai pas de moyen de paiement, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas retirer mon argent, comment je fais ?» Et on me disait « bah... » C'était à peu près la réponse que j'avais en face. Donc 1 mois et demi de démarche, on va rester dans les faits. J'ai calculé vraiment honnêtement, objectivement, j'ai calculé plus de 10 heures de démarche en tout sur ce mois et demi. Ça comprend des déplacements forcés dans mon agence, mais aussi dans une autre agence, tant qu'à faire, puisqu'on m'a envoyé chercher de l'argent liquide à Pétaouchnok. Ça comprend des appels, ça comprend des rédactions de courriers, ça comprend pas mal de choses. En chiffres, ça fait aussi 25 jours sans moyen de paiement. 25 jours, c'est presque un mois, sans pouvoir avoir de moyen de paiement carte. Sur la fin, j'ai pu retirer du liquide de manière urgente, compliquée et stressante. Ça comprend une dizaine d'appels téléphoniques, non seulement à l'agence, mais à divers services pour essayer de faire avancer les choses. Et ça comprend 6 déplacements en agence, donc sur 1 mois et demi, c'est 1 déplacement par semaine à l'agence pour essayer de régler la situation. Déplacement qui n'était pas un rendez-vous proposé par l'agence, mais ma propre démarche d'aller voir où ça en est, comment ça avance et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Dans ce qui est chiffré, il y a aussi un surcoût sur mes courses alimentaires parce que j'ai dû changer de mode de fonctionnement, je pouvais plus me faire livrer comme à l'accoutumée. Ça comprend aussi du temps perdu en course. Bon, c'est encore pas grand chose, mais ça change le mode de vie et ça fait des surcoûts. Et aussi un surcoût non négligeable en frais professionnels parce que tout simplement j'avais prévu des achats sur ce mois-ci que je n'ai pas pu effectuer et il se trouve que c'était le Black Friday et qu'il y avait des opportunités. Et moi je guettais les opportunités et je me suis retrouvée à ne pas pouvoir les choper au vol et du coup à acheter mon matériel à un prix plus élevé. Cet iPhone avec lequel je me filme, j'ai dû l'acheter à un prix plus élevé que prévu. Et c'est lui qui est concerné essentiellement. Il se trouve que moi, quand on commence à me sous-considérer dans une situation, je passe en mode procédurier. Et donc, c'est ce qui s'est passé là. C'est que très vite, dès que j'ai vu qu'il y avait de l'indifférence, voire du mépris, on en reparle juste après, j'ai commencé à garder des traces. Donc j'ai fait des captures d'écran, des prix du matériel qui me passait sous le nez, j'ai fait les calculs de tout ce que je payais pour savoir c'était quoi le surcoût exactement. J'ai calculé le temps perdu, j'ai
noter tous les événements avec les dates. Parce que j'ai une valeur justice qui est assez haute, je tiens ça beaucoup de mon père, et quand on me cherche en fait, je passe en mode procédurière. Et spoiler, j'ai eu raison. Même aujourd'hui avec ce recommandé qui est scandaleux, qu'on va découvrir ensemble, juste là, même avec ça, je ne regrette pas parce que pour moi, j'ai juste fait fonctionner la loi pour faire valoir mes droits et je suis restée dans les clous d'un bout à l'autre. Je vais donner un peu plus de contexte, mais avant, je te fais pas patienter plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? Tout simplement, une annonce de clôture de mon compte. Décision unilatérale de la banque, sans aucune justification. Ils ont le droit, hein, dans les conditions générales de vente, tu regarderas dans celle de ta banque, c'est certainement le cas aussi. Et ils ont tout à fait le droit légalement de clôturer ton compte parce que ça je le savais, parce que j'avais déjà eu un incident au préalable avec cette même banque. Je vais t'en parler juste après. Je savais qu'ils avaient le droit de le faire. En revanche, qu'ils osent le faire juste après un litige où j'ai eu gain de cause parce que le médiateur a estimé que on me devait un dédommagement, au passage exactement au prix que j'ai demandé. Tout a été pris en compte d'un point de vue matériel. Il y a juste le préjudice moral qui n'a pas été pris en compte. Mais moi, j'étais OK avec ça. Je me dis, OK, il me rembourse pas mon stress, mais au moins, il me rembourse tout ce que j'ai perdu financièrement. Et même le temps que j'avais calculé au SMIC horaire, il me le remboursait. Donc j'étais assez contente de la clôture du litige. Je trouvais ça assez juste. Et là, en fait, juste après la clôture de ce litige, je vois qu'il y a des représailles. On peut pas appeler ça autrement. Soyons factuels. Je peux pas mettre ça dans ce que je vais envoyer au médiateur juste pour l'informer de la suite. On est d'accord, je peux pas faire de réclamation, mon compte il va être clôturé, je vais changer de banque, je comptais le faire, mais j'étais pas pressée. Là, ils mettent le couteau sous la gorge pour que j'aille vite parce que c'est une punition, c'est des représailles, il n'y a pas d'autre mot. Cette entreprise qui n'a pas rempli ses devoirs envers moi selon le contrat, c'est-à-dire me fournir un moyen de paiement, a décidé que si je ne me taisais pas, si je ne réclamais rien, en échange de ce service qui n'a pas été rendu comme convenu au contrat, si j'osais dire quoi que ce soit, je méritais une punition, des représailles, et donc qu'on me foute à la porte purement et simplement sans aucune justification. Il n'y a rien qui peut justifier cette clôture de compte en dehors du litige qu'on vient d'avoir. Donc c'est une procédure de représailles ou de punition. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. J'ai juste pas le droit, légalement, de dire que c'est ça. Mais j'ai le droit de le dire sur mes réseaux. Et j'ai le droit de leur faire une réputation de merde. Parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot de manière éthique, loyale, intelligente, commerciale et humaine. Tout simplement. Et il se trouve qu'il y a un article dans le Code civil. C'est le combien déjà ? L'article 1104 du Code civil nous parle d'exécuter des contrats de bonne foi. De bonne foi, ça veut dire qu'il y a une exigence d'éthique dans l'exécution d'un contrat. Donc la loi nous dit qu'on est censé être loyal, être éthique et ne pas aller foutre de l'émotionnel dans une exécution de contrat, c'est-à-dire ne pas engager des décisions sur la base de la vengeance ou de la punition. À partir du moment où le client a été dans son droit. Et pour le coup, j'ai été dans mon droit, j'ai fait appel à une entité indépendante qui est le médiateur pour pouvoir mener ce litige dans des conditions pacifiques et posées. Comme je te dis, j'avais déjà eu un problème auparavant avec la Société Générale il y a quelques années. Et je vais t'en parler quand même parce qu'on n'est pas après, on va les charger. C'est aussi pour expliquer que j'ai été compréhensive, j'ai été patiente. J'ai du respect pour les entreprises, même pour les banques. J'ai vraiment pas tant d'a priori que ça. J'estime que on a le droit de monter une entreprise qui est là pour faire de l'argent. Je suis pas anticapitaliste pour un sou. J'estime qu'il y a une mesure et de la nuance à apporter au capitalisme, mais que c'est pas en soi une trop mauvaise chose, si c'est bien cadré. Donc j'ai rien contre le fait qu'une entreprise fasse de l'argent, j'ai rien contre le fait qu'une entreprise gère mon argent et en gagne du bénéfice, parce que quelque part j'y trouve mon compte aussi, j'ai pas envie de gérer ça. Et je peux passer sur des erreurs, je peux passer sur des couacs, je peux passer sur le fait qu'un employé, deux employés fassent mal leur travail au sein d'une entreprise qui, dans son ensemble, est respectable. Et là, pourquoi est-ce que j'ai envie de les afficher et de les charger ? Tout simplement parce que c'est récurrent, c'est systématique et qu'il n'y a aucun recours. Et du coup, c'est encouragé. Quand je dis que c'est encouragé, c'est que si c'est accepté, si on ferme les yeux, s'il n'y a rien qui est fait depuis plusieurs années pour régler cette problématique de désorganisation et d'impunité totale face à des gens qui ne font pas leur travail, c'est que c'est encouragé. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'ignorance, l'indifférence et la négligence, c'est encourager ce type de comportement. Et donc, j'estime, oui, que cette fois, l'entreprise peut être pointée du doigt dans son ensemble. Parce qu'il y a des choses à faire qui ne relèvent plus du cas isolé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années ? Il y a eu une tentative de fraude sur mon compte. C'était pas très grave dans le sens où j'ai très vite compris
que c'était une fraude et du coup je me suis pas laissée arnaquer, on va dire ça comme ça. Je t'explique le principe, comme ça si ça t'arrive, tu sauras que ça existe. J'étais en relation avec une entreprise pour une prestation. On s'entend sur un prix, c'était une discussion par mail, c'était très officiel, c'était très bien écrit, il y avait vraiment toutes les mentions, l'entreprise elle existait, j'avais été chercher le site, c'était cohérent, et du coup j'étais prête à travailler pour eux, on s'entend sur un prix, on négocie, et je leur dis, à partir du moment où je reçois le versement, je commence. C'était censé être un virement, un premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai reçu un dépôt de chèque, c'est chelou déjà. Donc déjà là j'ai commencé à me dire c'est bizarre, mais surtout la somme ne correspondait pas à ce qu'on avait conclu. C'était une somme bien plus élevée. Et je reçois peu après un mail qui m'explique que le service financier s'est planté sur la somme et que ce serait vachement cool de ma part pour que ça fasse pas trop de vagues et que je puisse rembourser la différence. Bon, je suis un peu naïve parfois, mais quand même pas à ce point-là. Donc à ce moment-là, je comprends que la somme, elle va disparaître très rapidement de mon compte. Et moi, pensant bien faire, je me dis, je vais prévenir ma banque. Donc ça, je leur demande si j'ai quelque chose d'autre à faire qu'attendre. Donc je les préviens, je leur explique, et je demande s'il y a des démarches supplémentaires à faire. On me dit non, il n'y a qu'à attendre, et puis a priori, le chèque va disparaître de lui-même. Je t'explique un peu comment ils font quand même, et ils volent les chéquiers, et ils utilisent ces chèques pour te faire des versements. Et ça, c'est un truc que j'ignorais complètement, et je trouve que ça mérite quand même d'être diffusé, c'est que n'importe qui peut déposer un chèque sur ton compte. N'importe qui, tranquillement. Si je veux demain harceler quelqu'un pour le faire chier, je vole un chéquier, je fais des dépôts de chèques sur son compte. Je suis pas traçable, on me retrouve pas. Et la personne, elle a que des mouvements suspects d'argent, et du coup, sa banque va se retourner contre elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, avec un seul chèque. La banque a décidé de me menacer de clôturer mon compte, avec un délai très très court. D'abord, j'ai dû les appeler pour leur demander, mais comment je prouve que le mouvement suspect, il est pas de mon fait? Comment je fais pour prouver ça? D'autant qu'il était suspect parce que je l'avais signalé, sinon ils auraient absolument pas vu que c'était un mouvement suspect. C'est moi qui ai signalé que c'était suspect. Donc je signale qu'il y a tentative de fraude et ça se retourne contre moi. Super pour la relation de confiance avec la banque. Donc je les appelle pour leur demander comment je prouve. On me dit il faut que vous alliez au commissariat faire un dépôt de plainte et vous nous transmettez le dépôt de plainte. Donc c'est pareil, c'est sur ma bonne foi encore une fois. Ça se trouve, je peux déposer une plainte pour quelque chose qui n'existe pas. J'ai quand même déposé ma plainte, j'ai mon papier et je le renvoie à la banque. Donc il faut que j'aille déposer une plainte pour dire exactement ce que j'ai dit à la banque, qui n'aura pas plus de valeur finalement que ma parole déposée. Je passe sur l'absurdité, j'avais pas le choix, donc je suis aller au commissariat. Il se trouve que ce jour-là, comme on a aussi un service de police qui a beaucoup de moyens pour œuvrer, le système informatique était en panne et il pouvait pas prendre les plaintes. Donc moi j'étais dans une urgence, j'avais 3 jours je crois. J'étais vraiment dans une urgence totale, selon ce que me disait la banque en tout cas. Et je suis retournée le lendemain, j'ai pris 2 jours en gros de mon temps, pour aller pointer au commissariat, attendre, déposer ma plainte face à un agent qui était exaspéré de ma présence, de l'inutilité de ce que j'étais en train de déposer, qui me traitait très mal. Je pense qu'il n'avait pas compris que j'avais pas le choix. J'ai eu beau le dire, ça n'a pas été entendu. Et je me suis retrouvée dans cette situation à vivre des super moments de vie grâce à la Société Générale. À ce moment-là, j'ai réussi à balancer mon dépôt de plainte et puis ils ont levé la menace de clôture de compte et je suis passée à autre chose dans ma vie et très honnêtement j'ai pas envisagé tout de suite de changer de banque parce que je me suis dit bon, un plantage ça arrive. Il y a eu 2-3 autres bugs tu vois mais j'estimais que je trouverais pas forcément mieux en termes de service ailleurs. On a tous, je pense, avec quelque administration que ce soit, privée ou publique, eu ce genre de problématique. En fait, ce qui m'a le plus choqué et ce qui m'a amené à faire une réclamation, parce que j'aurais très bien pu laisser passer et ne pas perdre mon temps à ça, ce qui m'a le plus choqué, c'est la manière dont j'ai été traitée. Vraiment humainement. Et je fais un peu la fille forte, tu vois, sur les réseaux comme ça, mais en vrai, moi, je suis extrêmement sensible. Et quand je me retrouve dans une situation comme ça de vulnérabilité, parce que quand t'as pas accès à ton argent, que c'est l'anniversaire de ton fils, que t'as 10 € en poche, que tu peux pas acheter de quoi le nourrir pour le week-end, t'es en situation de vulnérabilité face à une espèce de machine qui n'en a rien à foutre. Je suis extrêmement heurtée. Et j'ai été extrêmement heurtée par l'attitude de certaines personnes. Je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, je ne rentrerai pas dans ce piège-là. L'attitude de certaines personnes dans cette situation a été méprisante, pour 2 d'entre elles au moins. Un certain nombre n'en avaient rien à faire, étaient indifférents. Les autres n'avaient pas beaucoup de moyens d'action. En tout cas, je pense croyaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens d'action, donc pour moi, il y a un manque de formation, parce que la personne qui a dénoué la situation,
que j'ai eu au téléphone, que je remercie, qui était incroyable d'ailleurs, et en plus hyper sympathique, très commercial, qui a réussi au milieu d'un litige à essayer de me vendre une assurance chez la même banque. On est sur quelqu'un qui a une fibre commerciale incroyable, qui a un relationnel incroyable, parce qu'au milieu d'un litige, il a réussi à me faire sourire, à me faire rire et à créer un lien avec moi. Mais surtout, cette personne, en 2 minutes, a trouvé le problème, en allant chercher la cause, ce que personne n'avait fait auparavant. Et cette personne m'a clairement dit que ce n'était pas normal que les autres n'aient pas trouvé la cause. Parce qu'il s'agissait juste d'aller la chercher. Ça lui a pris 2 minutes. En une demi-journée, la situation était réglée. Comme quoi c'est possible quand on est formé, quand on est impliqué et quand on a envie d'aider l'autre et quand on veut faire son job. Mais ça, c'est le highlight, on va dire, de la situation. À côté de ça, il y a eu, et je vais charger une personne en particulier. Je vais pas citer de nom, je vais pas citer l'agence, mais je vais charger une personne en particulier, c'est la directrice de mon agence. Parce que cette personne-là, avec qui je devais avoir un rendez-vous pour pouvoir faire une réclamation, à 2 reprises, on m'a dit que son agenda soit 1 était incompréhensible et qu'on n'arrivait pas à prendre un rendez-vous dessus, soit 2 était inaccessible et qu'il n'y avait pas l'option de prendre un rendez-vous dessus. Ensuite, on m'a expliqué qu'elle ne prenait pas de rendez-vous en présentiel, mais seulement par téléphone. Et puis, on m'a dit que c'était soit elle, soit le directeur adjoint qui allait me rappeler. À aucun moment, j'ai eu le loisir de dire à tel moment je suis disponible pour un rendez-vous, prenons ce temps ensemble. À chaque fois, c'était des appels inopinés en plein milieu de ma journée. Ensuite, la nature de ces appels. J'ai été choquée. Vraiment. Là, je vais te parler de quand même l'effet émotionnel. J'ai quelqu'un en face de moi qui est dans le mépris total. Mais vraiment. Et c'est quelque chose que tu peux pas justifier juridiquement. Surtout, elle est maline, hein. Via un appel qui a priori n'est pas enregistré. Tu peux pas expliquer juridiquement que le ton de quelqu'un est violent et méprisant. Tu peux pas nécessairement citer sa manière de parler de ses clients comme élément juridique qui va renforcer ta cause. Pour autant, c'est choquant. On est face à une personne qui était énervée au téléphone, qui se contenait pour ne pas dépasser la limite, mais qui était clairement énervée contre moi, et qui, si elle avait pu, aurait été agressive. Mais dans les faits, elle a été agressive tout en restant dans son cadre pour être bien sûre de ne pas subir de conséquences. Le premier appel, elle m'a proposé un dédommagement ridicule, remboursement des frais de tenue de compte sur 1 an. Ouais, ça paraît un gros geste, sauf que moi j'ai été 25 jours sans moyen de paiement et que ce remboursement-là, il couvre même pas le tiers de ce que j'ai pu perdre financièrement. Donc c'était pour moi insuffisant. Surtout vu le ton employé. Très franchement, je suis capable d'accepter un dédommagement ridicule si on me traite correctement. Là, ça n'était pas le cas. Et donc, je lui ai signalé que pour moi, ça paraissait insuffisant et que donc, je pensais que j'allais faire appel au médiateur. Je me suis permise à ce moment-là, franchement très gentiment et diplomatiquement, de lui dire que je trouvais ça étonnant que dans l'agence concernée, on ne fasse pas asseoir les clients pendant des rendez-vous qui pouvaient durer 30, 45 minutes. À aucun moment, on m'a proposé de m'asseoir. C'était debout dans l'embrasure d'une porte. Elle m'a expliqué que je pouvais bien comprendre que si on faisait asseoir les gens, ils allaient s'attendre à ce qu'on prenne du temps pour leur cas particulier. Précisément, ma chérie. C'est ton boulot, prendre du temps pour les cas particuliers des gens. C'est ton job. Tu vois à quel point c'est révélateur du mépris qu'il y a derrière. C'est pas des clients, c'est des numéros pour elle, quoi. C'est des gens qui sont là, qui réclament des trucs, ça la fait chier, ça lui fait perdre son temps. Elle voudrait surtout pas prendre des rendez-vous en présentiel et faire asseoir les gens, perdre son temps à régler leurs petits soucis avec leur banque. En quoi ça la concerne finalement, hein? Le deuxième appel que j'ai eu avec cette dame, c'était au moment de la clôture du litige. Donc moi, j'étais en attente de la réponse du médiateur ou de la banque, en attente de la suite de ma démarche et j'avais aucune info. Et là, elle m'appelle et elle me dit « J'ai besoin de votre confirmation que vous acceptez la somme de tatata ». Moi, j'ai rien eu, hein. Elle me donne pas de contexte. Elle m'appelle, elle me dit « J'ai besoin de ça, faites-moi un message ». Vraiment, c'était pas loin d'exactement ça. L'intonation. J'ai besoin de ça, tu me fais un message. Paf. Moi, j'entends la somme, je reconnais la somme que j'ai calculée en coût matériel, et du coup je comprends à peu près, tu vois, mais j'ai rien reçu, j'ai pas eu de retour, de quoi il s'agit, quoi. On va vous verser ça, du coup j'aurais besoin de votre confirmation par écrit, comme quoi vous acceptez qu'on vous le verse. Je lui dis bon, d'accord, mais on va faire les choses dans l'ordre, vous allez m'envoyer d'abord vous la proposition que vous me faites pour que je puisse ensuite l'accepter. C'est pas moi qui vais envoyer un message, j'accepte ce que vous m'avez dit par téléphone. Si tu veux une trace écrite de ma part, on va jouer
la réciprocité. C'est toi qui as besoin de m'envoyer une trace écrite d'abord pour que tout soit cadré juridiquement. C'est trop facile de dire je vais t'envoyer des informations verbales et toi tu vas me renvoyer des informations écrites. J'envoie une confirmation de quoi du coup? Je vais envoyer un message, je vais dire je confirme que j'accepte que vous me donniez cette somme. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ils peuvent me la retirer à tout moment. Ils peuvent très bien prétendre qu'il s'agit d'autre chose. Je n'ai aucune preuve de la proposition qu'on m'a faite. Et tiens-toi bien, elle commence à m'engueuler en me disant que c'est pas une proposition de leur part, c'est la somme que moi je réclame. C'est vous qui avez réclamé cette somme. Comme si j'étais une espèce de mafieuse qui venait soutirer de l'argent, comme si j'avais pas fait de procédure légale de réclamation, comme si j'étais pas passée par un médiateur qui, a priori, a considéré ma demande comme justifiée, sinon elle n'aurait pas abouti. Donc la fille était clairement vénère contre moi en fait. Et là, je réitère, hein, malgré le fait qu'ils me font chier actuellement parce que je vais devoir passer du temps à faire des démarches précipitées pour changer de banque, je ne regrette absolument pas. Et je vous conseille à tous, mais tenez bon en fait. Quand il y a des choses comme ça qui sont injustes, qui sont méprisantes, qui essaient de vous écraser sous prétexte qu'ils ont une petite position de pouvoir à leur échelle, faites-vous respecter. Parce que je peux me mettre en danger, moi, à suivre ce qu'elle me demande de faire aveuglément. Et je peux ensuite avoir des conséquences plus graves que ce que j'ai actuellement. Donc, j'ai rien lâché. Elle m'a envoyé un message et je lui ai renvoyé un message en lui disant « Pouvez-vous me préciser et me confirmer qu'il s'agit de telle situation, tel contexte et qu'il s'agit d'un dédommagement lié à tel litige ?» Tout cadré pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit, et j'ai fait des captures des messages pour être bien sûr qu'ils disparaissent pas et que moi j'ai la trace, parce que je peux pas leur faire confiance visiblement pour eux suivre correctement leur procédure. Il faut à un moment donné que nous on prenne les choses en charge, que nous on prenne nos responsabilités là où les autres ne les prennent pas. Et il se trouve que les institutions publiques ou privées ne prennent pas leurs responsabilités, et ça c'est de plus en plus, et c'est à nous de connaître nos droits. Je sais, c'est pas évident, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais si on la cherche pas, si on cherche pas à s'éduquer, ça nous tombe clairement pas tout cuit dans le bec. En fait, on sait pas. Les lois, elles sont passées la nuit dans des assemblées obscures, elles sont pas du tout médiatisées, et il faut aller les chercher pour savoir qu'est-ce qui a changé. Si on va pas chercher, on sait pas. Si j'étais ignorante de comment ça fonctionne juridiquement, je n'aurais jamais demandé à contextualiser le message. J'aurais juste suivi ce qu'on me disait, et j'aurais été complètement à la merci de ma banque en fait. Et quelque part, finalement, je le suis encore, puisqu'ils peuvent m'éjecter comme ils veulent. Mais ils peuvent pas transformer mon discours, ils peuvent pas me voler le narratif. On va dire ça comme ça. Et je vais faire en sorte qu'ils puissent pas me voler le narratif et qu'ils puissent pas me voler ma voix, parce que le médiateur va être au courant de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y aura des conséquences en interne? Certainement pas grand-chose. Certainement au moins une trace dans le dossier de cette agence ou de cette directrice d'agence. Je ne sais pas exactement, mais il y aura une trace quelque part, et on m'aura pas volé le narratif, et on m'aura pas fait passer pour une cliente qu'on exclut parce qu'elle est problématique. Je suis pas juste une emmerdeuse, quoi. J'ai pas été respectée, ni dans mes droits en tant que cliente, ni dans le respect élémentaire auquel j'ai le droit en tant qu'être humain. Bref, donc j'ai fini par lui faire dire que c'était une proposition de leur part, puisque c'est le cas. Elle a fini par s'exécuter, contrainte et forcée. Je t'avoue que ma petite fierté était assez contente, hein, parce que là... c'est pas que c'est devenu une vendetta personnelle. Je fais attention à ce que ça ne soit pas le cas. Je pense que de son côté, par contre, c'est clairement le cas. Mais il y a quand même une part de moi qui n'a pas envie qu'elle s'en tire si facilement. Et j'ai obtenu mon dédommagement. Mais tu vois à quel point il a fallu se battre, non seulement pour obtenir ça, mais surtout pour moi, maintenir ma dignité en tant que personne. Et en fait, c'est ça qui a été l'essentiel de mon combat. Si tant est qu'on puisse appeler ça un combat, mais tu vois, ça prend de la place quand même, ça fait de la charge mentale, ça fait de la charge émotionnelle. Ce qui est important pour moi à l'intérieur de ça, c'est que je ne voulais pas perdre le narratif, je voulais pas perdre mon droit à dire ce qui se passe, signaler ce qui se passe, je voulais pas perdre ce que j'estime être ma dignité, c'est-à-dire ma capacité à dire ma vérité, quoi, et à pas être silenciée. Et tout ce qu'on me demandait depuis le départ, en fait, c'était de silencier le fait que on avait laissé traîner la situation. Parce qu'en fait, si dès le départ, quelqu'un avait pris au sérieux le fait que je n'avais pas de carte bancaire, ça aurait pu durer 3-4 jours et c'était fini. Mais personne ne l'a pris en compte correctement, en fait. Ça a été complètement mis sous le tapis, chacun se renvoyant la balle et considérant qu'il y en a bien un au bout qui ferait son travail, sauf que, oui, il y en a un au bout qui a fait son travail, mais au bout de 25 jours. Et là, ça les met dans l'embarras. On me l'a dit plusieurs fois, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Oui, bah c'est arrivé. Et pour justifier le fait que le dédommagement était faible, ça n'arrive jamais. C'est précisément pour ça que le dédommagement doit être à hauteur. Parce que ça n'arrive
n'arrive jamais, et parce qu'on est censé reconnaître sa faute. Sauf que reconnaître sa faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inscrit au dossier, et ça leur plaît pas visiblement. Pour moi, c'est pas un petit truc, c'est pas une anecdote qui est complètement personnelle, dans le sens où je sais que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Je suis pas la seule qui prend sur son temps et qui prend sur son énergie et qui est obligée de se positionner en se disant j'ai envie d'être qui dans cette histoire. Je suis pas la seule qui vit ça, et en fait, j'ai même le sentiment que ça s'accentue de plus en plus. Au départ, je mettais beaucoup ça sur une espèce d'incompétence généralisée, c'est-à-dire tout le monde s'en fout et du coup plus personne fait son travail correctement parce que personne ne met de sens dans le monde du travail. Et je continue de dire que c'est une part du problème, mais aujourd'hui je vois plus large. Une des parts du problème, oui, c'est qu'on fait des tafs dans lesquels on met pas de sens, dans lesquels la moitié des gens sont en burn-out ou en bore-out, s'ennuient et veulent juste rentrer chez eux et faire leur week-end et se reposer et voir leur famille. Ça, c'est une part du problème, c'est ce qui a fait que j'ai quitté moi-même mon travail d'ailleurs. Pourtant, j'y mettais du sens, parce que comment veux-tu ne pas mettre du sens dans un travail quand t'as en face de toi 30 fois 18 élèves par semaine qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'aide, et juste tu te sens impuissant à le faire avec les conditions que tu as en main. Je mettais du sens, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis partie, parce que le sens que je mettais derrière le travail que je faisais n'était pas suivi de possibilité de mettre du sens dans les solutions que je proposais. Aussi parce que j'étais assez jeune, c'était lourd à porter. Franchement, j'étais pas trop mal, je pense, mais j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que j'aurais les moyens d'être une excellente prof, mais le système est tellement écrasant. C'est pas seulement qu'il fournit tellement peu de moyens, c'est qu'il entrave la possibilité de faire son métier avec sens. J'y retournerai pas pour ces raisons-là, qu'émotionnellement, je suis pas armée pour avoir en face de moi les personnes que je veux aider tous les jours et ne pas pouvoir le faire. Donc je pense qu'il y a ça, mais c'est pas la seule problématique. Il y a une évolution très inquiétante actuellement, sociétale, qui est ce mépris, cette absence d'empathie, le règne d'une utilisation de l'ego malsaine qui amène à justifier de la vengeance. On est dans un état d'esprit qui de plus en plus va s'absoudre de toute justice, de tout système légal. Et quand je dis système légal, c'est pas pour dire qu'il doit y avoir un règne de l'administratif, c'est qu'il y a quelque chose que je respecte énormément dans les systèmes administratifs, c'est cette notion de justice objective. Renvoyer les décisions de justice à quelqu'un d'externe pour qu'il puisse être posé, sortir de son émotionnel, sortir de sa fierté et prendre une décision pour quelqu'un d'autre. Du point de vue d'une loi, d'une règle collective. Cette notion de justice indépendante, de plus en plus on voit à quel point elle est attaquée, à quel point elle est critiquée, à quel point on dit non mais en fait on va se baser sur notre émotionnel pour prendre les décisions. Et du coup ça va être ok si quelqu'un ne respecte pas la loi, de le tabasser. Ça va être ok si quelqu'un se comporte pas comme il faut, de l'exécuter. Pourquoi pas? Il a pas fait ce qu'il fallait. Il y a plus de mesures dans les châtiments, tu vois. Il y a plus de mesures dans le retour. Il y a une espèce d'immédiateté comme ça. Et tu vois dans les commentaires, ah ok c'est les réseaux sociaux, les gens sont anonymes et tout, mais tu le vois quand même dans les commentaires, cette espèce de montée de haine comme ça, de on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on aurait dû faire ça. Oui mais le juge il a pas eu raison parce que ceci, parce que cela. Et les gens sont dans leur émotionnel et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du sang, ils veulent de la vengeance, ils veulent qu'on prenne les décisions sur la base de ce que eux ils ressentent. Et du coup, c'est complètement nier la justice indépendante, c'est nier le fait d'avoir quelque chose de juste qui se met en place de manière collective et sociétale. Et tu peux peut-être dire que, ok, mais quel rapport avec ton petit problème avec ta banque? Le rapport, c'est que là, on a quelqu'un qui veut ma peau, parce que je l'ai énervé, parce que j'ai ouvert ma gueule. On a une personne, a priori, après dites-moi le contraire si vous voulez, mais a priori, c'est mon agence qui a dit il faudrait clôturer le compte de cette fille. D'où ça peut venir sinon? Ça vient pas d'en haut, ça vient de cette agence, donc ça vient de la directrice d'agence qui a dit ah là là, elle nous a bien fait chier, elle va payer. Et c'est comme ça partout, cette dynamique-là, elle est présente partout. Ce qu'on voit dans les gens qui justifient aujourd'hui, je prends l'actualité, les exécutions de ICE, c'est des gens qui disent si tu te comportes bien, t'auras pas de problème. Tais-toi, obéis, et tu seras pas exécuté. Et il y a ce truc de tais-toi face au pouvoir en fait. Ferme-la. Et ça c'est grave, et ça c'est pas juste un problème de petite anecdote personnelle. Moi je vais changer de banque, c'est très bien. De toute façon je m'étais déjà renseignée pour le faire. Ma vie elle va continuer et tout va bien se passer. Par contre ce type de pratique, ce type de comportement, ce type de dégueulasserie humaine, il va continuer et il va continuer partout ailleurs. Et si on commence pas à en parler et à dire que c'est un problème, c'est que quelque part, on se dit c'est ok, c'est valide. Et encore une fois, par le silence on cautionne. J'ai décidé que peu importe à quelle échelle je le ferais, j'ai arrêté de cautionner parce que je veux pouvoir me dire si ça part en couille que j'aurais au moins fait ça.